Monsieur Kiver, bonjour. Bonjour. La ville de Béni, ou le territoire de Béni, a été une fois de plus attaqué, cette fois-ci par une bombe piégée. Et on compte des morts et des blessés. C'est quoi votre réaction en tant que citoyen congolais, en tant qu'acteur politique? Alors, nous condamnons fermement. D'abord, c'est Tatanda de Kassindi, où nous venons de perdre encore de plus nos compatriotes congolais qui sont morts là-bas. C'est des morts de trop pour la province du Nord Kivu. Nous adressons également nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées. Cependant, il faut noter que c'est du regret parce que jusque-là, nous n'avons pas un gouvernement, nous n'avons pas de services de sécurité capables d'empêcher quelque chose d'attendant, mais plutôt de constater toujours des faits. Les choses qui se passent à territoire de Béni, on en a vécu l'année dernière dans la ville de Béni, au niveau des bistrots qu'on appelle, je dis le nom, les gens qui étaient en train de prendre de la boisson dans la fête des nativités, et les gens sont morts. Donc, la gravité des faits n'interpelle pas malheureusement le régime en place de redoubler d'efforts pour qu'on arrive à un moment de dire les autorités de fait ou soit les services de sécurité qui sont mis en place ont été capables d'empêcher cette attente. Plutôt, on assiste à des morts et à des constatations, et le régime qui est censé protéger la population se met malheureusement aussi à dénoncer, comme nous autres de l'opposition, comme la population, comme la société civile. C'est très subtil. Donc, vous voyez cette entité qui est frontalière avec l'Ouganda, les services de sécurité ne savent même pas dénicher qui est entré et qui ne sont pas entrés. Vous avez suivi qu'on a plutôt parlé des enquêtes qui ont été lancées et qu'il y a des personnes suspectes qui sont aux arrêts, mais les informations sur place nous renseignent que ce sont des sujets qu'on ne sait même pas identifier s'ils sont tanzaniens ou kenyans qui sont venus dans cette campagne d'évangélisation. Vous le savez que l'attentat a ciblé des chrétiens de l'église, c'est pas qui était à commémoration de baptême, mais ce sont des personnes qui sont venues évangéliser. Et ce que nous fustigeons, c'est de voir que ces personnes-là, aujourd'hui, difficiles à identifier. Donc, vous voyez la faiblesse, la naïveté des services douaniers, des services de sécurité qui sont commis, où on ne sait même pas identifier. Nous avons autant d'étrangers en RDC et nous avons autant de personnes qui sont sorties. Donc, c'est un problème sérieux et nous pensons que si cette situation continue, en tout cas, la population doit veiller à l'autosurveillance, à l'autosécurisation, parce que le mode de sécurité qu'a adopté nos services de sécurité n'est pas efficace pour nous protéger et pour nous écarter de ces dangers. On est aujourd'hui en mutualisation des forces, aujourd'hui avec l'UPDF, l'armée ougandaise. On ne sait pas arrêter les morts au Nord Kivu. L'Est Africa Community qui est sur place, les morts continuent. L'état de siège, mais la même chose. Donc, cela implique évidemment qu'il y a absence totale et il y a un délaissement, il y a une légèreté par laquelle les services de sécurité, le régime à place illégitime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo gère la situation sécuritaire de l'Est. Et là, la population doit tirer toutes les conséquences possibles. Nous allons continuer à prier les dieux et aussi demander à la population de continuer avec cette autosurveillance jusqu'à ce que nous arrivons à la prochaine échéance électorale pour effectivement sanctionner ce régime qui n'a pas si protégé la population congolaise, qui n'a pas si protégé la RDC, un régime qui est en train de livrer la RDC à la balkanisation, un régime qui est en train de livrer la population aux assassinats, aux attentats et aux meurtres.
D'accord, vous avez été large à ce sujet. Avant de parler élection, comme vous avez abordé les sujets électoraux, parlons un peu de cet ultimatum lancé aux éléments rebelles du M23 qui a pris fin, c'était le 15, c'était hier. Et aujourd'hui, on peut s'attendre à quoi? Parce que l'ultimatum a été lancé et puis c'est expiré déjà. Je l'avais bien dit dans une de mes interviews pour dire nous ne pouvons rien attendre de cette force Est Africa Community. Parce que la question de la stabilisation, la question de la sécurité de notre pays ne dépend pas des forces étrangères. Nous sommes fatigués, nous avons une jurisprudence, nous avons vu les casques bleus de l'ONU et puis la MONUSCO défiler ici. Ça fait plus de 20 ans que la paix n'a jamais été rétablie dans cette zone ici. On ne pouvait plus essayer la même bêtise d'externaliser notre sécurité, sous-traiter notre sécurité. Mais les communiqués qui a exigé au M23 de se retirer pour aller dans les positions de Sabinho, et surtout que Sabinho c'est encore le Congo, ce communiqué a été signé le 23 novembre à Luanda. Mais de quoi attendre de plus dans ce communiqué alors que le premier ultimatum de cesser les faits n'a pas été respecté? On a dit après le 23, donc dans 48 heures, le M23 devrait cesser les faits, de ne plus attaquer les positions de FRDC. Mais c'est juste après le 23 que Kichiche et les autres entités ont été conquises par ce M23. Donc, le M23 continue leur sale besoin, surtout que c'est un jeu planifié par les pays de la sous-région, les pays de l'Est, pour attaquer, pour balkaniser notre pays. Malheureusement, nous sommes très naïfs avec nos dirigeants de fête qui ont accepté ces plans-là. Et aujourd'hui, ce qui avance bien, ce sont les zones tambour où l'Est Africa Community, les militaires de la force régionale, conjurent la gestion des entités qui ont été délaissées par les FRDC, ensemble avec cette armée rwandaise, cette rébellion, cette agression de M23. C'est ce qui continue bien dans les communiqués de Luanda. Mais tous les ultimatums qui ont été lancés dans ces communiqués n'ont pas été respectés. Donc on ne peut pas être naïf pour croire que les M23 vont laisser les positions comme ça et puis rentrer à Sabinho. Nous sommes aujourd'hui les 16. L'ultimatum de retrait a expiré le dimanche, mais vous-même, comme vous venez de le constater, les militaires rwandais, les militaires ougandais qui sont au niveau de M23, ils maintiennent leur position initiale. Et tout ce qui se fait, c'est que le gouvernement congolais de fait, il connaît, il est conscient que ce qui se fait, c'est plat. Et la bravoure de la population, aujourd'hui, la mobilisation de la population qui ne veut pas adhérer à ces plans-là, c'est ce qui fait en sorte que aujourd'hui Goma n'est pas entre les mains de M23. Ce qui fait aujourd'hui que Massissi n'est pas entre les mains de M23. C'est cette force-là de la population qu'il faut continuer à encourager. Mais le système, c'est que Félix et tout ce régime est en train d'affaiblir évidemment cette force pour que nous puissions nous retrouver devant effet et accepter qu'il y ait des négociations entre les M23 et le régime en place. C'est là ce que le régime veut de nous, veut de la population. Pourtant, nous sommes unanimes, nous ne voulons plus de négociations. Dommage que ces négociations aient commencé déjà à partir du médiateur l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, qui a rencontré les leaders de M23. C'est comme ça qu'ils veulent obtenir un deuxième accord, comme ça a été le cas en 2008 avec le CNDP, où il y a eu d'abord un accord avec tous les groupes armés qui étaient à cette époque au Nord Kivu et dans l'Est. Mais le CNDP est allé négocier secrètement un autre accord avec le gouvernement. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec cette force de l'Est Africa Community, cette question des forces régionales, cette médiation de Uhuru Kenyatta, où les M23 sont en train de tenter d'obtenir une nouvelle négociation, un nouveau accord pour effectivement accepter peut-être de répondre aux obligations de Luanda avec beaucoup de concessions que la RDC pouvait céder, qui
nous amènerait encore une fois à une guerre éventuelle. Donc, je vois mal la RDC résoudre cette question de M23 sur le plan diplomatique. Dommage que les dirigeants de fait ont écarté l'option militaire où vous suivez des militaires qui se lamentent qu'ils ne sont pas engagés. Vous avez suivi les communiqués du général Sylvain Ekeng le mois passé qui disait que cette question de cession des cas qui étaient occupés par les M23 à l'Est Africa Community, ce sont des farfelis. Donc, vous voyez comme ça, lorsque l'armée fait des dénonciations comme ça veut dire qu'elle est abandonnée à son triste sort. Et là, ce n'est pas à l'avantage des Congolais. Nous devons toujours demander au gouvernement de fait qui a la primaire de nous sécuriser, de sécuriser les Congos, de protéger l'intégrité du territoire national, de jouer efficacement son rôle en étoffant effectivement l'équipement de nos militaires et bien encadrer nos militaires. Qu'est-ce qui vous fait dire que le gouvernement congolais est en train de jouer les jeux de la balkanisation? Non, les preuves sont là, elles sont palpables. Vous savez que lorsque aujourd'hui le gouvernement congolais peut accepter qu'on crée des zones tambour, qu'on refuse à nos militaires d'accéder à des positions que les M23 dit que non, nous avons cédé ces positions, mais ces positions-là ne passent pas directement entre les mains de nos militaires, plutôt entre les mains d'une force étrangère de l'Est Africa Community, mais aussi l'équipement. Il n'y a pas de sérieux dans les commandements militaires. Si on avait du sérieux dans les commandements militaires, s'il n'y avait pas un plan de la balkanisation, je crois que la rébellion ou l'agression rwandaise n'allait pas dépasser nos militaires. On a défait cette armée à 2013 avec les mêmes militaires. Donc aujourd'hui, inutile de crier, de dire que non, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de militaires qui sont capables. Il y a plutôt un problème d'équipement et d'encadrement de ces militaires avec les mêmes militaires que nous avons aujourd'hui en RDC. Mais c'est dommage que les Sud-Soudan vous disent, les Burundi vous disent que non, vous n'avez pas une armée et nous serons là pour vous protéger jusqu'à ce que vous puissiez former votre armée. Ce n'est pas les Burundi, ce n'est pas le Sud-Soudan, encore moins les Rwandais qui pouvaient nous maltraiter comme ça. Donc, ça c'est une honte, c'est que le gouvernement a véhiculé au sein de tous les voyages que M. Félix a fait, c'était d'aller évangéliser que nous n'avons pas une armée. C'est pas normal, c'est pas normal. Mais qu'adviendra-t-il lorsque la force régionale va échouer alors qu'on a écarté l'armée congolaise dans les opérations? Voyez-vous? Donc, quelque part, ça démoralise, ça démotive la population. Et c'est ça, effectivement, le jeu de la balkanisation que le gouvernement est en train de jouer avec les pays de l'Est African Community. Voilà, la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, le CIDE est prêt à aller aux élections? Parce que le processus a été lancé, il y a l'enrôlement déjà des électeurs. Mais jusque-là, vous avez toujours qu'est-ce que j'allais dire, des préalables. Est-ce que le CIDE aujourd'hui est prêt à aller aux élections? C'est ça la question. En fait, nous savons que la seule solution à la situation chaotique qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, c'est avoir des dirigeants légitimes, des dirigeants élus, des dirigeants voués à un devoir de redevabilité envers le peuple clair. Nous savons que si aujourd'hui nous sommes maltraités, c'est parce que nous avons des dirigeants illégitimes qui ont cherché une légitimité par des accords qu'aujourd'hui ne savent même pas aussi respecter. Donc, nous sommes prêts pour aller aux élections, pour relever ces défis-là. Nous avons tenu notre congrès à partir du 10 au 14 juillet à Kisangani. Nous avons plébiscité notre candidat Martin Fayulu comme président ou décidé aux élections de 2023. Nous sommes enrôlés, le président Martin Fayulu à Kinshasa, il s'est enrôlé à ma présence. Donc nous sommes en train de nous enrôler et ici, d'ailleurs, je vous invite les jeudi parce que nous allons rencontrer le secrétaire de la CENI, professeur de la CENI, pour discuter sur la question de la cartographie, pour effectivement nous lancions déjà des opérations de surveillance que nous avons déjà mis en place pour voir comment surveiller les élections et au cours de ces élections de 2023,
qu'on ait des dirigeants, des députés et des conseillers communaux, des conseillers urbains qui ont été élus par le peuple et qui sont redevables à cette population-là. Donc, fini des suspects, je peux vous dire, le boycott n'est pas dans notre langage. Nous irons aux élections et nous irons à ces élections pour les gagner et non pas pour les perdre. Nous sommes en train de travailler durement pour éviter une éventuelle forfaiture, parce qu'il ne faut pas faire fatiguer notre population. Nous devons aller aux élections, nous devons voter des gens et ces gens-là doivent être proclamés par la CENI. Il déplaise à la CENI de Kadima de s'entêter pour penser qu'elle peut faire comme Corneille Nanga, sinon elle va nous trouver sur ce chemin, parce que ce que nous savons, si le régime en place il est en train d'organiser le chaos électoral, nous sommes en train d'organiser une riposte à la hauteur de ce chaos électoral. Nous n'allons pas être un alibi pour dire que les élections ne seront pas tenues dans les délais constitutionnels. Nous irons jusqu'au bout avec ce gouvernement, que nous laissons tous les manœuvres d'organiser les élections et à nous de nous préparer, quelles que soient les quelques questions de fond qui devraient être toujours discutées au cours du processus et qui n'empêcheraient pas le processus à s'arrêter. Abdel Kiver, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie.